Alors au niveau du SDEA, le syndicat donc des eaux et de l'assainissement Alsace-Moselle, quel est le premier bilan que vous dressez de ces inondations de ce week-end? Le bilan, c'est que c'était une crue généralisée, hein, sur tout le bassin de la Sarre. Hein. Donc, on a encore des collègues qui sont en train de faire des relevés de l'est de crue depuis Sarrebourg, en passant par l'Alsace-Bossu, jusque sur le territoire effectivement de Sarreguemines, sans parler de Bitche, quoi, hein. Donc, c'est un événement majeur, hein, comme ça a été signalé dans le reportage. Depuis 1993, on n'avait pas connu une aussi forte crue. Est-ce que quelque part on aurait pu éviter qu'il y ait autant de dégâts et comment? Alors, éviter qu'il y ait des dégâts de plusieurs manières, hein. C'est ce qu'on étudie d'ailleurs dans le cadre du programme d'action de prévention contre les inondations. Tout d'abord par des mesures de protection individuelle, même si dans certains cas, on l'a vu aussi dans le reportage, ça n'a pas servi. Mais effectivement, la protection individuelle est importante et le premier moyen pour éviter des dégâts par différentes techniques, hein, soit effectivement en laissant rentrer l'eau dans les habitations mais en adaptant les matériaux, soit en occultant toutes les ouvertures pour éviter à l'eau de rentrer. Donc ça, c'est le premier moyen. Après, il y a des moyens collectifs avec des ouvrages tels que les digues de Sarralbe, hein, dont vous avez parlé hier, voire même des bassins de rétention, ce qu'on appelle des ouvrages de ralentissement dynamique en amont, pour essayer de solliciter encore plus les champs d'expansion de crues. Oui, il y a beaucoup de choses qui doivent être anticipées, qui doivent se faire en amont, et vous menez justement les PAPI, programme d'action de prévention des inondations. Alors on en est où concernant le PAPI de la Sarre? Alors sur le PAPI de la Sarre, hein, qu'on a lancé il y a 4 ans, donc on avait été sollicité par la com d'agglo de Sarreguemines à l'époque pour animer ce programme sur l'ensemble du bassin versant, donc avec quasiment 10 collectivités, hein, 10 communautés de communes et la com d'agglo de Sarreguemines, pour mutualiser les moyens, pour essayer de trouver effectivement des solutions. Donc on en est à la phase finale de la modélisation hydraulique, hein, ce qu'on appelle la modélisation hydraulique, c'est essayer de reproduire artificiellement par des calculs les phénomènes de crue. Donc cet événement-là va nous permettre de calibrer cette modélisation. Et en fait, pour vous, c'est utile les inondations de ce week-end? C'est utile, dommageable bien sûr, mais utile à plusieurs titres, hein, à la fois pour calibrer nos modèles, mais aussi pour développer, en tout cas raviver ce qu'on appelle la culture du risque, hein. L'habitant effectivement qui habitait depuis 4 ans depuis de Vitrin, forcément n'était pas encore là en 93, il n'avait pas cette culture, alors que d'autres personnes, vous voyez, on dit nous on sait qu'on habite à Vitrin, qu'il y a des inondations, donc effectivement on se prémunit. Donc là on en est à la fin effectivement de la modélisation hydraulique et on va pouvoir maintenant entamer la phase de recherche de solutions pour essayer de faire en sorte que effectivement les niveaux d'eau ne soient pas aussi élevés qu'ils ont pu l'être lors de cet événement. Alors justement, même si ce n'est pas encore sûr de ce qui va être préconisé pour ce qui est de ce secteur, de la Sarre, mais quels sont les types d'actions qui peuvent être préconisées? Alors, il y a ce que je disais, les protections individuelles, donc d'où l'opération pied au sec avec les diagnostics de vulnérabilité et un certain nombre de préconisations que nous faisons aux riverains qui sont soumis au risque inondation. D'ailleurs, vous aviez fait un reportage il y a quelques semaines de cela sur ce sujet. Ouais. Et c'était à Vitrin d'ailleurs. Tout à fait. Et donc, on pourra d'ailleurs vérifier effectivement les niveaux mesurés. Donc ça, c'est individuellement. Et après, de façon collective, comme dit, effectivement, il y a soit la mise en place de nouvelles digues, hein, comme celle de Sarralbe, avec toutes les limites de ces ouvrages, on l'a bien vu, hein, puisqu'elles ont été quasiment dépassées samedi, mais aussi des barrages, alors secs la plupart du temps, mais qui pourraient être sollicités en cas d'inondation pour stocker finalement toute l'eau en surplus dans les prés et dans les champs. Mais alors du coup, ça veut dire qu'il peut y avoir des préconisations qui sont des ouvrages un peu massifs, entre guillemets. Du coup, c'est à qui de les réaliser et avec quel financement? C'est aux entités qui ont la GEMAPI. Claude Decker, hier, vous avez évoqué avec lui, avec Karine Hector, cette fameuse compétence gestion des milieux aquatiques et de protection contre les inondations. Donc ça va être aux intercos de financer des ouvrages de ce type. La loi actuelle a conféré aux intercos cette compétence depuis le 1er janvier 2018. Donc effectivement, c'est à elle qu'il incombe de réaliser éventuellement des ouvrages, puisque ce n'est pas une obligation. C'est un choix politique qui se fait selon effectivement des dispositions technico-financières, hein. Il y a des endroits où on sait qu'on ne pourra pas protéger effectivement les populations parce que techniquement c'est pas possible, voire financièrement c'est pas possible.
Par contre, le PAPI permet de dégager du financement à hauteur de 50% de la part de l'État, voire 60% sur certains ouvrages. Et la région Grand Est, elle, finance également pour partie à hauteur de 20% à peu près les aménagements réalisés. Donc la maîtrise d'ouvrage incombe effectivement aux entités dites GEMAPiennes avec des financements État et région. Avec quand même des financements possibles, parce que ça chiffre très vite des ouvrages de cette ampleur-là. Alors, si on en revient aux particuliers, cette fameuse opération pied au sec qu'on avait filmée il n'y a pas longtemps, et justement à Vitrin, pour eux, concrètement, pour les particuliers, quelles sont vraiment les choses qu'ils peuvent faire? Est-ce que vous pouvez citer des exemples concrets? Et est-ce qu'il y a des aides financières pour les particuliers? Le plus simple, effectivement, c'est déjà dans les caves, souvent il y a les chaudières, les cuves de fioul, donc c'est de déjà mettre hors d'eau, effectivement, par la surélévation, finalement, de tous les accessoires qui peuvent être soumis au risque inondation. Ça, c'est pour la partie cave. Hein. Si les appartements, effectivement, sont touchés, alors là, c'est ce qu'on appelle la mise en place de bâtards-d'eau, hein, c'est-à-dire de mettre des dispositifs qui permettent, devant les portes, les soupiraux, les fenêtres, d'empêcher l'eau de rentrer. Par contre, il y a des limites. Hein. Globalement, au-delà du mètre d'eau, effectivement, les bâtards d'eau ne sont plus efficaces. Et il y a une autre technique, effectivement, qui est la technique de CD, c'est-à-dire qu'on adapte les matériaux. On met du placo qui n'est pas sensible à l'eau, on ne met pas de parquet, plutôt du carrelage. Et à ce moment-là, on laisse rentrer l'eau finalement dans l'appartement, on surélève le tout et ensuite on nettoie. Mais au moins, il n'y a pas trop de dégâts dans l'habitation. Donc ça, c'est différentes techniques. L'adaptation du réseau électrique aussi. Et donc ça, ce sont des dispositifs dans le cadre du PAPI qui peuvent être aidés à hauteur de 80% par les fonds Barnier. Donc toutes ces dispositions, alors ça dépend aussi de la valeur vénale de la maison, hein, c'est-à-dire qu'il ne faut pas dépasser un certain pourcentage de la valeur vénale, mais des aides sont possibles pour ça. Alors, c'est peut-être une solution radicale, mais à vos yeux, est-ce qu'il ne faudrait pas davantage tenir compte des zones inondables pour décider des zones constructibles ? C'est de toute façon déjà le cas sur votre territoire, en tout cas dans la vallée de la Sarre, puisqu'il existe ce qu'on appelle un plan de prévention du risque inondation, qui est en fait une cartographie de la crue centenale, et les plans locaux d'urbanisme doivent tenir compte de cette cartographie-là. Alors il y a des zones connues pour être inondables, mais qui sont déjà urbanisées, où on peut procéder à des extensions. Par contre, pour les zones non urbanisées, reconnues en zone inondable dans le cadre de ce PPRI, sont inconstructibles. Donc ça existe déjà. Dans ma question, ce n'était pas sous-entendu il faut démolir les maisons qui sont en zone potentiellement inondable, ou en tout cas plus à risque que les autres. Mais c'est étonnant que malgré tout, on puisse encore faire des extensions dans les zones qui ont été construites, mais qui sont dans des zones inondables. Alors, ce sont des extensions classiquement dans les règlements de PPRI, autorisées à hauteur de 20% de la surface habitable du bâtiment existant, mais surtout, il faut construire le plancher à 30 cm au-dessus de la cote des plus hautes eaux. Donc ça veut dire que l'extension, théoriquement... On va faire des maisons sur pilotis. À côté, effectivement, ou alors des terrasses. Alors ça peut poser des soucis parce que, effectivement, c'est pas forcément au même niveau de plancher que la maison existante. Par contre, ça prémunit finalement, effectivement, les dégâts, et puis on construit hors d'eau, oui, effectivement. Oui, parce qu'on a vu les dégâts. Bon, alors heureusement, ce week-end, il n'y a pas eu de victimes à déplorer, seulement des gros dégâts matériels. Et dans le secteur, il n'y a pas eu de perte animale non plus. En 1993, une vingtaine de bêtes avaient péri noyées. Cette fois-ci, à Blisgersviller, à la ferme de la Vallée, toutes les vaches ont été sauvées. Il faut dire qu'elles ont été bien protégées de l'inondation de ce week-end qui a recouvert les prés et les routes du secteur, comme vous allez le découvrir dans ce reportage de Guillaume Dumonteil. À Blisgersviller, depuis ce week-end, dans les prés où broutaient les vaches de la ferme de la Vallée, il n'y a personne. Quand l'inondation a été annoncée, on a entendu les prévisions, on a sorti tout ce qui était machinerie, on a ramené tout sur les hauteurs, et c'était beaucoup de travail. Entre autres, on a rentré toutes les bêtes qui étaient au pâturage, qui sont ici à l'écurie maintenant. On en a dispatché beaucoup sur les hauteurs, dans les parcs, là où il n'y a pas de risque d'inondation.
Contrairement à la crue de 1993, où une vingtaine d'animaux avaient péri noyés dans cette exploitation, cette fois-ci on ne déplore aucune perte. Il faut dire que depuis, cette étable au niveau surélevé a été créée, limitant ainsi les dégâts. Et en plus, la crue de ce week-end était moins intense que celle de 1993. Là où il y a les vaches, il y avait à peu près, allez, je veux dire, 2-3 cm. C'était limite. Mais 2-3 cm pour les vaches, c'est pas grave. Au pic de cette crue, et pour qu'ils soient encore plus à l'abri, les veaux avaient été installés 1 mètre plus haut sur cette bétaillère. La ferme de la vallée n'a pas connu non plus de dommages matériels, à l'exception de ce mur qui aurait fait les frais d'un contact avec un tronc d'arbre. L'inondation de ce week-end n'a cependant pas été neutre. Dans un hangar, les flots ont entraîné des pertes. Il y a beaucoup de dégâts sur le foin. Donc comme vous voyez là, il y avait 1,20 m, 1,50 m d'eau. Donc toute la rangée du bas, je ne sais pas moi, il doit y avoir 150 bottes au moins qui ont été bien mouillées, sinon plus. Et puis ceux-là, il faut les sortir en vitesse parce que ce foin commence à fermenter et après la fermentation, il y a un risque d'incendie après. Il y a encore du travail à faire dans l'exploitation et avant de connaître de meilleurs jours, des jours plus secs, une trentaine de vaches et leurs petits restent à l'étable où elles bénéficient du gîte et du couvert sous abri. Alors on vient de voir l'exemple d'un agriculteur, mais il y a beaucoup de professionnels qui ont été touchés, qui ont subi des sinistres. Il y a des restaurants, des commerces, des entreprises. Est-ce qu'il y a des mesures spécifiques préconisées par le SDEA pour les professionnels ? Alors on a lancé, à l'issue effectivement de l'opération Pied au sec, on a lancé sur un certain nombre de territoires barinois une opération Pied au sec entreprise. Donc pour les entreprises de moins de salariés, où on a adapté finalement la méthodologie employée par Emmanuel Bischoff, notre technicienne en fait, aux entreprises. Alors, mais vous le dites, dans le secteur du Bas-Rhin, est-ce que ça va se développer ici sur le secteur de la communauté d'agglo-Sarreguemines Confluence ? Dans le cadre du PAPI Sahar, effectivement, nous avons prévu le déploiement de ce dispositif également sur le territoire de la Sarre. Ok. Est-ce qu'il y a un autre message à faire passer à nos téléspectateurs ? Un autre message, c'est de se prémunir soi-même. Vous l'avez signalé, il n'y a pas eu de mort, ni de bêtes mortes, effectivement. Les décès qu'on a pu observer cette année dans le Midi ou autres, souvent, étaient dus à des mauvais réflexes, où les gens continuaient à vouloir absolument passer, à prendre leur voiture, chercher leur voiture, ou alors passer par des ponts. Donc fort heureusement, visiblement, les Moselans ont été plus prudents. Donc ça, c'est le premier réflexe. Et après, c'est de s'attendre effectivement et de se préparer à continuer à vivre avec ces inondations, que les collectivités ne pourront pas investir massivement pour empêcher tout type d'inondation. Donc il va falloir continuer effectivement à vivre avec ces inondations. Et ça fait partie de l'envers du décor. Quand on a la belle vue sur la rivière, c'est le risque de l'inondation. Et bien, merci beaucoup en tout cas d'avoir participé à cette émission en direct sur Mosaïque Cristal.